Il est 20h30 à Paris, vous êtes toujours dans l'essentiel, l'heure dont va plus loin avec Patricia Alémonière ce soir, grand reporter. Bonsoir à vous. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonsoir à vous également. La visite d'État au Royaume-Uni d'Emmanuel Macron pour 3 jours. Devant le Parlement, le président français a appelé Londres et Paris à avancer côte à côte. Vanter aussi la meilleure coopération possible en matière de lutte contre l'immigration. 29 morts à Gaza ce mardi, les frappes israéliennes continuent, les négociations aussi, les pourparlers indirects à Doha entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu vont prendre du temps, de l'aveu même du Qatar. Emmanuel Macron a donc traversé la Manche. Le président français est en visite d'État au Royaume-Uni pour 3 jours. La première pour un dirigeant européen depuis le Brexit. On fait le récit des premières heures avec Jean Barrère, on en parle ensuite. Au pied du jet privé de la République française, le prince héritier William et la princesse Kate accueillent Emmanuel et Brigitte Macron pour une visite d'État tout en faste et en cérémonie. Avec d'abord cette balade en calèche dans les rues de Windsor, aux côtés du roi Charles III. Dans la cour de la forteresse médiévale, les gardes royaux entonnent la Marseillaise puis God Save the Queen. C'est là que logera le couple présidentiel durant 3 jours. La dernière visite d'État d'un président français remontait à 2008. Mais depuis le Brexit, les relations se sont distendues. Alors ce voyage est l'occasion d'un rapprochement des éternels rivaux. Le monde est en ébullition avec ce qui se passe en Palestine et l'invasion de Poutine. Et je pense que nous avons vraiment besoin de construire des ponts. Le président français a entamé une visite plus politique dans l'après-midi, devant des députés et lords anglais réunis à Westminster. En anglais, il a dit regretter le Brexit, mais a voulu insister surtout sur les valeurs qui lient les deux puissances. Il évoque un destin partagé à l'heure où les États-Unis se distancient de l'Europe. Nous devons travailler ensemble pour défendre un multilatéralisme efficace et protéger l'ordre international tel que nous l'avons forgé après la Seconde Guerre mondiale. En ligne de mire, l'Ukraine. Emmanuel Macron insiste pour ne jamais l'abandonner. Avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique, il coprésidera ce jeudi une réunion à ce sujet, alors que plus de 21 000 personnes ont gagné les côtes britanniques depuis le début de l'année, malgré l'argent que Paris reçoit de Londres pour empêcher les traversées. Alors sur la table des menus, des discussions au menu, l'Ukraine, le nucléaire et l'immigration illégale. C'est la question qui fâche. Depuis le début de l'année, ce chiffre, plus de 20 000 personnes qui ont rejoint l'Angleterre via la Manche, c'est 48% de plus par rapport à l'an dernier. Patricia, Keir Starmer, il est un peu pris entre deux feux finalement. Il y a cette équation, il faut décourager les candidats à l'immigration et pour autant, il ne faut pas céder aux sirènes de l'extrême droite. On sait que Nigel Farage, par exemple, a de très bons résultats au niveau local. Nigel Farage, dans les derniers sondages, est même passé devant les travaillistes. Donc, c'est vous dire la pression qui pèse sur les épaules des travaillistes. Alors, ils sont pris dans un triple piège, pratiquement, j'ai envie de dire. Ils ont une législation du travail, d'ailleurs, qu'avait critiqué Darmanin, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, qui fait en sorte que, finalement, on n'a pas besoin de papier comme chez nous. Enfin, la législation est beaucoup plus tolérante. Qu'elle n'est en France. Bon, alors il y a ça, et puis il y a une forte communauté, et donc avec un énorme pouvoir d'attraction, parce que pour s'établir au Royaume-Uni, c'était beaucoup plus facile pour bénéficier des aides, des soutiens, etc. Donc c'est le piège intérieur. Et puis l'autre difficulté, effectivement, eh bien, est pratiquement issue de ces accords qui ont été passés, en tout cas entre la France et la Grande-Bretagne, où il a été dit en quelque sorte que j'ai mon téléphone qui s'est manifesté, je suis désolée, que la gestion, en fait, la frontière était côté français. Donc, à partir du moment où la gestion de la police de l'immigration revient à la France, les Anglais ont un peu abandonné aussi ce contrôle-là. Ils ne font que financer ce qu'on fait. Et donc, ils sont forts mécontents, et c'est bien là l'objet essentiel du litige, parce qu'ils nous reprochent sans arrêt de ne pas en faire assez.
Gauthier, effectivement, Patricia le rappelle, dans la foulée de ce qu'avait décidé son prédécesseur, Keir Starmer, Rishi Sunak, Londres finance les forces de l'ordre françaises pour tenter d'endiguer cette immigration. Force est de constater que ça ne fonctionne pas. C'est en plus, alors oui, c'est ce que vous dites, et c'est en même temps des instances françaises, des forces françaises, qui font appliquer des décisions en matière de flux migratoires qui sont des décisions britanniques. Et là, on n'est pas sorti finalement de ce qu'était la complexité avant Brexit. Quand c'est des clandestins, c'est des clandestins. Ben oui, bien sûr, oui. Donc, si vous voulez, la question aussi, elle est dans une meilleure compréhension, mais pratique. Le Brexit, ça a été quelque chose, ça a été un élan presque fantasmagorique pour les Britanniques. C'était, on récupère le contrôle d'eux, on récupère le contrôle des migrations, de nos finances, au prix d'ailleurs de mensonges absolument éhontés, etc., etc. Et ce Brexit, d'une certaine manière, il y a un retour sur terre, vous savez, comme ce qu'on appelle la gueule de bois, familièrement, ben, c'est un peu ça. Et là où vous disiez tout à l'heure, où Patricia disait Nigel Farage arrive à engranger ça, c'est parce que lui, il dit toujours, au fond, on a tenté des choses qui n'étaient pas les miennes. Vous savez, vous avez tenté des choses light, moi je suis le vrai Brexita. Mais pour s'entendre avec la France, on a remarqué que la volonté des uns et des autres était de revenir à des choses sur lesquelles justement il y ait le moins d'idéologie possible, le moins d'affect possible et le moins d'idéologie possible dans un cas comme l'immigration. Avec toujours ce que vous disiez, Patricia, c'est-à-dire que les fondamentaux de cette question entre la France et la Grande-Bretagne sont quasiment toujours les mêmes, avec une attraction qui est même là aussi parfois rêvée, même si dans la réalité c'est vrai qu'il y a des différences de simplification, mais pour un certain nombre de personnes qui veulent partir à tout prix, ça reste un Eldorado. Et ça, c'est très difficile de le bouger en quelques années, puis surtout par des politiques qui sont forcément limitées. Le but de cette entente n'est pas de réviser l'ensemble des questions migratoires en Europe. Alors sur cet Eldorado précisément, je voudrais qu'on regarde ensemble un extrait de ce reportage qui a été tourné à Calais, tourné par nos équipes Pauline Godard et Claire Pacalin. Regardez. Alors vous allez où? On ne sait pas. On suit le groupe. Vous venez d'où? D'Afghanistan. Pourquoi avoir quitté votre pays? Les talibans sont arrivés, ils ont fermé les écoles, les universités. Nous ne pouvons pas travailler. Aujourd'hui, en Afghanistan, les femmes, les filles ne sont pas libres. Elles ne peuvent pas aller à l'école. Elles ne peuvent pas travailler. Il y a une semaine, certains de ces migrants ont tenté la traversée de la Manche, mais ils ont été stoppés sur la plage par des gendarmes. On a gonflé le bateau et les gendarmes sont venus avec un couteau et c'était fini. Oui, ils ont donné des coups de couteau dans le bateau. Ce n'est pas bien. Alors on entend cette volonté de rejoindre cet Eldorado dont parlait Gauthier à l'instant. On voit aussi que les forces de l'ordre ont durci leurs interventions avec ce canot coupé au canif. On peut s'attendre, Patricia, à ce que Paris cherche à mettre Londres dans sa poche finalement et durcisse sa doctrine, change d'approche? Si vous voulez, c'est un peu donnant-donnant. Londres a donné beaucoup de choses sur un autre secteur qui était le secteur de la pêche. Souvenez-vous, on était très en bisbille entre nos pêcheurs qui avaient vu leur terrain de chasse, en quelque sorte, se réduire. Donc là, la question est réglée, ce qui est d'ailleurs beaucoup reproché à Keir Starmer par une partie de son opposition, d'ailleurs. Et donc, nous, en échange, on doit aussi faire quelques efforts. Alors, le problème, c'est que les passeurs, ils s'adaptent sans arrêt. Et donc là, ils ont compris qu'on était plus actifs sur la plage. Donc ils ont adapté leur technique en disant maintenant on n'embarque plus sur la plage, mais on embarque un peu plus loin dans l'eau. Pourquoi on embarque un peu plus loin dans l'eau? C'est qu'à partir du moment où un navire vogue, en théorie, il ne faut pas intervenir sauf pour sauver les gens qui seraient menacés de mort et donc de noyade. Eux, ils disent ah non, donc ils les font tous galoper un tout petit peu dans l'eau, hop, ils montent, etc. Donc il y a une adaptation des passeurs
qui est extrême. Et effectivement, Keir Starmer avait une volonté qui était de mener la lutte contre les passeurs. 50% de plus d'arrestations, 46% de plus de traversées de clandestins, 56% de plus d'arrestations. Mais c'est une lutte à mort avec les passeurs. Et les passeurs sont très inventifs. Et il faut les voir effectivement à Calais, sur toute la côte. Ils sont là et ils déploient un réseau, mais un réseau qui passe par la Russie, qui passe par l'Afghanistan, qui passe par l'Irak. Enfin, c'est toute une mécanique. Et donc, si on ne se contente que de faire des arrestations, j'ai envie de dire, au Royaume-Uni ou en France, ce n'est pas suffisant. Là-dessus, c'est un travail d'Interpol, c'est un travail global qu'il faut faire en remontant la chaîne et en ayant la collaboration des pays tels que l'Irak ou le Kurdistan, etc. Plus de concertation, dit Patricia. Oui, parce que souvenez-vous aussi dans un genre similaire, ce qui était arrivé lorsque la Biélorussie avait facilité le passage pour des réfugiés afghans et qui faisait pression sur la frontière polonaise. Donc c'est une arme, malheureusement. C'est une arme, les migrants. Pour certains pays, c'est comme ça qu'on fait pression sur tel ou tel... les Turcs le font, les Russes le font. Là, très particulièrement sur les Afghans, souvenez-vous que quand les Américains se sont retirés d'Afghanistan, qu'est-ce qu'on nous a dit? Trump avait dit, mais je le sais, il y a des bons talibans. Et puis, ceux qui sont entrés au pouvoir à Kaboul ont dit « Non, mais ça va bien se passer pour les femmes, et puis les petites filles continueront à aller à l'école. » Rien n'a été vrai. Et nous avons fait semblant de croire que c'était vrai. Mais on cherche les ennuis, si vous voulez. Parce que c'est évident qu'ensuite, d'ailleurs ils le disent dans cet extrait de reportage, on ne peut rien faire en Afghanistan. Alors je ne dis pas qu'on peut porter tous les problèmes de la Terre, mais ne nous étonnons pas lorsque des gens qui vivent une catastrophe et un calvaire sont tentés de venir par tous les moyens en Europe. Il n'y a pas, si vous voulez, c'est non seulement de la concertation, mais c'est se dire, attention, là, ce que nous faisons à tel endroit, alors vous me direz, ce n'est pas uniquement le retrait d'Afghanistan qui a été catastrophique. C'est 20 ans où on a dit aux militaires, du moment où vous êtes là, tout va bien aller. Bon, on a même demandé aux militaires de construire des écoles et des hôpitaux. Ça ne tenait pas debout. Mais ensuite, quand on dit il y a de bons talibans et ça va bien se passer pour les femmes et les petites filles, qui peut croire ça sans... J'allais dire sans rire. Non, là, en l'occurrence, c'est sans pleurer. Les pays occidentaux ont une part de responsabilité. Mais évidemment que les pays occidentaux ont une part de responsabilité. Et évidemment, moi, si j'étais afghane ou si j'étais malienne aujourd'hui dans des situations avec l'insécurité qui règne dans tous ces pays du Sahel et de l'Afrique, évidemment, avec rien à manger ou très peu, évidemment, je prendrais mes 2 enfants sous le bras et j'essaierais de venir là où je peux les nourrir. C'est totalement humain et compréhensible. Et c'est bien là notre piège. Parce que comme nous n'avons pas su et nous ne pouvons pas financièrement les accueillir, qu'est-ce qu'on fait? Et la responsabilité qu'on a dans la déstabilisation de ces régions est réelle. Bon, elle est réelle. Ouais. Et alors? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a une déstabilisation en France, on a une déstabilisation au Royaume-Uni avec la montée de l'extrême droite, qui font leur chou gras de ce problème-là, et il y a un piège qui se fait. Alors, je pense que moi, la lutte contre ceux qui en profitent est essentielle. Ceux qui en profitent, c'est les passeurs, c'est les cols blancs installés dans des grandes capitales moyen-orientales, voire occidentales, qui en profitent pour s'en mettre plein les poches, alors si on tape sur eux, c'est déjà quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper aussi des populations qui souffrent et en essayant de faire quelque chose. Alors Giorgia Meloni, elle passe des accords avec les pays du sud de la Méditerranée, mais c'est des accords où elle ne suit pas l'argent qui est envoyé. Il faut suivre aussi l'argent qui est envoyé, mais quand vous dites au pays, on vous envoie de l'argent, on veut vous suivre, elle dit, ah ben non, au nom de ma souveraineté nationale, on ne veut pas que vous regardiez ce qu'on fait de cet argent, et donc certains en profitent et s'en mettent dans ces pays-là, dans les poches. Donc c'est la situation, je pense qu'il faut le mesurer, est difficile. Il n'y a pas de formule magique, et il y a beaucoup de faux discours qui naissent là-dessus. Des passeurs plus inventifs, le rappelait Patricia tout à l'heure. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le reportage. On n'a vu qu'un extrait, mais c'est l'ensemble d'un focus que vous pourrez retrouver sur france24.com. Il faut traquer finalement plus les passeurs que de répondre de manière plus ferme à cette immigration clandestine, ces migrants qui veulent aller vers l'Angleterre, qu'ils considèrent comme un Eldorado. Bon, évidemment, parce que là, on a affaire à des profiteurs. C'est-à-dire que vous imaginez
Vous partez, comme le disait Patricia, vous avez rien. Rien du tout, ou alors justement il faut faire un effort, il faut là aussi éventuellement des femmes qui se prostituent pour avoir cet argent. Et puis arrivé sur place, vous avez effectivement un individu qui vous dit « Ah mais il n'y a pas le compte, il faut encore 3 000 ou 4 000 ou 5 000 euros ». Ah, alors qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, c'est-à-dire ce sont des esclavagistes modernes. Donc effectivement qu'il faut taper sur eux. Ça dégage un profit faramineux, cette chose-là. Il faut taper sur eux, mais précisément pour des gens qui ont vécu ce qu'ils vivent. Parce que ça, on ne sait pas, on oublie ça. Quand vous êtes afghan, et là on voit bien, ce sont des Afghans qui le disent eux-mêmes, qui disent les femmes, les petites filles ne vont plus à l'école. C'est que c'est la conscience aussi que pour les autres, eux qui sont hommes, pour les autres aussi ça ne va pas. Quand vous connaissez ça, il y a une force qui est décuplée en vous. Peut-être la dernière, malheureusement, mais celle qui consiste à dire « il faut que je parte à tout prix ». Et là aussi, vous avez quelque chose qui est difficile à arrêter, à moins de devenir un bourreau de migrants, mais qui est très difficile à arrêter, et qui est... Alors là, j'ai un petit bémol par rapport à ce que vous avez dit, parce que c'est vrai qu'on a une responsabilité, par exemple, en Afrique, mais en même temps, vous regardez le Mali, l'intervention qui visait à freiner l'arrivée, ou à casser l'arrivée de djihadistes sur Bamako, si elle était arrivée à ce moment-là, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est, je pense, l'inconséquence de notre action, qui est parfois un peu trop, on va dire, parcellaire, ou qui ne se veut que militaire, ou qui ne se veut qu'avec ses gros sabots du colonial. Là, effectivement, aussi, il y a quelque chose à revoir. Mais, encore une fois, cette migration ne peut être quelque chose de contenu que si elle prend en compte les raisons. C'est tout bête. Ce que j'ai l'air de dire, c'est affligeant de banalité, mais c'est ça la question. C'est qu'à chaque fois qu'on va se concentrer sur un morceau de la chose, on ne sera forcément que fragmentaire et partial. Alors l'immigration illégale, il en sera évidemment question lors de ces discussions entre Keir Starmer et Emmanuel Macron ces prochains jours. Il y a ce texte en discussion, ce 1+1, qui permettrait au Royaume-Uni de renvoyer vers la France certaines personnes arrivées via la Manche en échange d'accepter les migrants éligibles pour l'installation dans le pays. On y reviendra très certainement dans nos prochaines émissions. Je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet qui nous occupe évidemment, c'est la situation à Gaza et cette absence de trêve pour l'instant au lendemain de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne ont repris au Qatar. Et cela va prendre du temps. Ça, c'est l'émirat qatari qui le dit. Et ce, alors que les frappes israéliennes, on le rappelle, ont tué 29 Gazaouis ce mardi. Gauthier, est-ce que finalement, ce qui coince, ce n'est pas le rôle du Hamas qu'on veut conférer au Hamas, que Benjamin Netanyahou, on le rappelle, veut éradiquer jusqu'à la racine, ce sont les termes qu'a employé le Premier ministre israélien la semaine dernière, un Hamas qui contrôle encore une bonne partie de la bande de Gaza? Alors, qui la contrôle militairement, franchement, je n'en sais rien. Mais politiquement, oui, le Hamas est là. Et c'est ça qui est insupportable. Mais pas qu'à Netanyahou, soyons clairs. Le Hamas, c'est aussi celui qui a co-régi avec Israël l'étouffement de la bande de Gaza. Étouffement culturel, politique, et Israël qui contrôle, et qui a créé un blocus de fait. Donc là-dessus, je crois qu'il faudrait être clair, mais c'est vrai qu'il faut négocier. Avec qui ? Et d'ailleurs, c'est ça qui fait d'ailleurs ces négociations indirectes qui ont lieu à Doha, au Qatar. Donc les Israéliens négocient de fait avec le Hamas via le Qatar. Et d'ailleurs, Donald Trump s'est fendu même alors malgré toutes le caractère girouette de l'individu, mais il dit, je pense que le Hamas veut. Mais ça, c'est insupportable pour Netanyahou. C'est-à-dire la survivance de cette organisation qui, d'ailleurs, dit « je prends le temps de réfléchir, après tout, oui, c'est une bonne idée, etc. » C'est que cette chose-là existe encore politiquement, même lorsqu'ils sont effectivement à Doha, tranquilles, au frais, dans la climatisation, ou bien même encore quand ils étaient, alors je doute qu'en ce moment ça soit vraiment le cas, largement financiers et stipendiés par l'Iran. Donc il y a ce caractère insupportable sur le plan, finalement, de l'éradication, comme vous disiez, parce que c'est la preuve aussi que le militaire n'arrive pas à tout. Et c'est aussi la preuve, rappelons-le, qu'Israël a choisi, mais depuis fort longtemps, et là c'est bien antérieur à Netanyahou, pour casser la cause palestinienne, de miser sur les aspects, les côtés religieux et les fractions religieuses du mouvement, au détriment du Fatah, qui était
perçu comme le diable en personne. Bon, la suite a montré que c'était plutôt l'inverse. Le Hamas qui est affaibli sur le terrain militairement. Quand Donald Trump dit qu'il veut un cessez-le-feu à Gaza, comme le rappelle Gauthier à l'instant, est-ce que c'est une manière aussi de dire peut-être que le Hamas n'a pas d'autre choix que d'accepter la trêve ? Je pense que le Hamas sait que militairement, il est en très mauvaise posture. Maintenant, son obsession, c'est essayer de survivre politiquement. Donc, comment survivre politiquement ? C'est en essayant de gagner du temps, en essayant de minimiser les pertes. Et parmi ces pertes, il y a deux choses. Il y a la demande israélienne qui est aussi mondiale, enfin qui est aussi occidentale, j'ai envie de dire plutôt, qui est la démilitarisation complète et la reddition sur le plan des armes du Hamas. Ça, apparemment, le nouveau chef à l'intérieur de la bande de Gaza serait moins hostile que ses deux prédécesseurs, donc à voir. Mais il y a un fait que Israël demande, c'est-à-dire c'est la reddition politique, c'est-à-dire le départ de tous les leaders de la bande de Gaza hors Gaza. Et ça, il n'en est pas question, ça leur rappelle les événements de l'OLP au Liban, où quand Yasser Arafat avait dû partir. Et ça, pour l'instant, il n'en est pas question. Donc ça achoppe là-dessus. Effectivement, Steve Witkoff va aller au Qatar dans la semaine. Effectivement, ça va peut-être donner une impulsion à cet accord que veut à tout prix Donald Trump, parce que ça parachèverait son histoire avec l'Iran. Vous voyez, il aurait l'impression d'un seul coup... Ça aiderait peut-être à son prix Nobel de la paix pour reprendre mais je pense qu'effectivement, la partie, comme le dit le Qatar, va être difficile, parce que de part et d'autre, je ne sais pas si les deux qui sont de chaque côté d'un mur ont très envie finalement de signer ce cessez-le-feu. D'autant, Gauthier, que Benyamin Netanyahou doit prendre ou ne doit pas prendre le risque de se mettre à dos une partie aussi de son gouvernement, parce qu'on sait que la frange la plus à droite, incarnée notamment par Smotrich, eh bien, refuse de voir le Hamas où que ce soit. Oui, mais là vous disiez qu'il est en quelque sorte tenu par cette frange-là, qu'il a lui-même suscité, non, mais une coalition qui a permis à notamment au Otzma Yehudit, le suprémacisme juif, d'arriver au pouvoir. Alors il a beau jeu de se dire je suis pieds et poings lié à cette fraction, mais enfin il est quand même à l'origine de sa montée en puissance. Et donc oui, quand vous chauffez à blanc l'opinion israélienne, quand vous lui dites, et là il faut reconnaître une chose aussi, soyons clairs, le 7 octobre a été une régression totale, c'est-à-dire que le programme du 7 octobre, c'est prendre les Israéliens en leur disant vous essayez peut-être d'évoluer, non pas de vous affranchir de l'histoire, mais de mieux l'appliquer, c'est pas la peine, on vous ramène à votre statut de juif et les antisémites vous tuent. Donc ça, si vous voulez, ça méritait un autre personnel politique que de ceux qui vous disent écoutez, nous ne serons jamais en sécurité, donc soyons toujours sur le pied de guerre. Et de ce point de vue-là, je dirais, à la fois politiquement et presque philosophiquement, parce que c'est cette idée de Netanyahou que les Juifs ne peuvent jamais être en sécurité, c'est ça qui l'a emporté. Et quand je vous dis qu'il y a besoin d'un renouvellement du personnel politique, c'est valable aussi bien en Israël qu'évidemment chez les Palestiniens. Parce que Benjamin je voudrais juste effectivement ajouter rapidement avant la fin de l'émission, mais moi, on est tous en relation avec des Gazaouis depuis longtemps, comme on est en relation avec des Israéliens. Et moi, j'ai noté une vraie différence dans les propos et dans les messages qu'ils nous envoient. Pour la première fois, une des personnes avec lesquelles je suis en relation a dit « je ne sais pas si je serai encore là demain ». C'est-à-dire qu'on a l'impression que jusqu'à présent, c'était vraiment des gens combatifs, inventifs, etc. Et là, ils se disent, c'est peut-être moi le prochain. Ça veut dire que la mort est tellement prégnante dans Gaza que leur instinct de survie est en train de disparaître. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup marqué. On rappelle ce bilan, 57 000 morts, ce sont les chiffres communiqués par le ministère de la Santé du Hamas, qui, je précise, sont corroborés par des organisations et comme... dont 500 autour pour aller chercher de la nourriture. Effectivement, parce qu'on a toutes ces distributions d'aide qui ont viré au chaos, des chiffres corroborés, je le disais, par les Nations Unies. Peut-être il nous reste 1 minute, ça va être très, très dur. On parle de l'accord de cessez-le-feu qui n'a pas lieu, de ces libérations d'otages. Ça, c'est évidemment pour le court terme. Et puis, il y a aussi le long terme, toutes ces questions sur le retrait de l'armée israélienne, jusqu'où, comment, que deviendront aussi les dirigeants du Hamas ? Là, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est... C'est un conflit, c'est une guerre qui n'envisage pas
l'après-guerre. C'est-à-dire qu'on n'est que dans le court terme, on est dans le cessez-le-feu, on n'est même pas dans la prolongation du cessez-le-feu. Et donc il n'y a aucune perspective pour l'instant à long terme de par les deux belligérants. C'est-à-dire que le Hamas n'avance pas de plan pour demain. Comment envisage-t-il son futur ou le futur des Palestiniens avec les Israéliens? Et Benjamin Netanyahou n'envisage pas non plus un futur pour l'instant. C'est le fond à la fois du gouvernement israélien actuel et du Hamas. C'est ça qui les unit, c'est jamais de paix, jamais. Donc que voulez-vous faire avec ça? Merci beaucoup Gauthier Rybinski. Merci également Patricia Alémonière. On va plus loin. C'est fini, mais l'essentiel continue, consacré dans un instant à la situation délicate à Marseille. Après l'incendie d'ampleur qui a gagné la ville, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est attendu sur place dans la soirée. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hildebrand dans l'Actu 360, en direct sur France 24. La météo, avec le spray pur essentiel anti-pique. 7 heures de protection pour toute la famille. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.